Une sanglante répression a répondu à de violentes émeutes au Kazakhstan. Les troubles sont d'une ampleur inédite dans ce pays stratégique d'Asie centrale. Le mouvement de colère déclenché par la hausse des prix du gaz a débuté dimanche dernier en province avant de s'étendre à la capitale économique du pays, Almaty. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur les protestataires. Selon la police, des dizaines de manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs et de commissariats. Sur les réseaux sociaux circulent d'impressionnantes images de bâtiments incendiés et des scènes de pillage. L'aéroport a également été brièvement envahi. Face au chaos, le président kazakh a déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu nocturne. Le gouvernement a en outre annoncé le plafonnement du prix de vente des carburants pour 6 mois. Il a par ailleurs appelé à l'aide son voisin russe. Moscou et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective ont envoyé une force de maintien de la paix. Les premiers soldats sont partis ce jeudi. Le Kazakhstan, une ex-république soviétique au régime autoritaire, n'avait pas connu dans son histoire récente des manifestations d'une telle ampleur, comme l'explique Isabelle Ohaillon, chercheuse au CNRS et spécialiste du Kazakhstan. Il y avait déjà eu des émeutes, des manifestations qui avaient d'ailleurs été réprimées dans le sang, mais localisées il y a déjà une dizaine d'années. Il y a eu quelques petites étincelles comme ça, mais jamais on a vu des manifestations et des émeutes de type insurrectionnel s'étendre quasiment partout, dans toutes les villes, les grandes villes, les petites villes, les villes moyennes, sur tout le territoire du Kazakhstan. Les manifestations se sont déclenchées dimanche dans une ville de province. À l'origine de la colère, une hausse du prix du gaz vécue comme une injustice par une population qui subit la précarité et les inégalités. Il faut quand même avoir à l'esprit que le prix du gaz, c'est du gaz liquide, c'est du gaz qui sert de carburant aux automobiles, donc a doublé. C'est comme si en France on passait à un carburant à plus de 3 € le litre. Je pense que la société serait très très mécontente. Donc c'est l'élément déclencheur. Mais évidemment le problème fondamental c'est d'une part le niveau de vie des classes les plus défavorisées qui sont très nombreuses et les inégalités sociales qui sont abyssales et qui sont de plus en plus insupportables à une société à laquelle on montre en permanence l'ostentation du pouvoir en place, son extrême richesse, qui ne cache pas son accaparement des ressources. Donc là, il y a, si vous voulez, un trop-plein. Le président kazakh a lui dénoncé des troubles orchestrés par des terroristes, une stratégie classique du pouvoir, comme l'explique Isabelle Ohaillon, qui décrit le profil des manifestants. C'est sociologiquement une population, je dirais, à la fois précaire, politiquement faiblement organisée, très faiblement organisée, qui en aucun cas ne peut être identifiée à une forme d'opposition traditionnelle, politique, organisée au pouvoir. Là, on a vraiment affaire à des émeutes de la faim, enfin des émeutes spontanées, bien que, bien sûr, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est plus facile de s'organiser. Mais voilà, en aucun cas, je pense que l'on peut y trouver la main d'un acteur étranger. Ce serait faire injustice à ces revendications qui sont très justifiées. Le pouvoir kazakh a reçu l'aide de la Russie et de ses alliés pour endiguer ce mouvement de colère, faisant craindre une répression sanglante. Les affrontements ont déjà fait plusieurs victimes. Novak Djokovic va-t-il pouvoir participer à l'Open d'Australie? La réponse sera connue lundi, à l'issue d'une audience qui devra déterminer si son visa est valide ou non. Alors que 2 doses de vaccin anti-Covid sont nécessaires pour pouvoir entrer sur le territoire australien, le statut vaccinal du Serbe reste un mystère. Le numéro 1 mondial s'était opposé à la vaccination obligatoire par le passé. Depuis son arrivée mercredi en Australie, le tennisman est retenu par les autorités et menacé d'expulsion. Il affirme pourtant avoir obtenu une dérogation médicale. Il est soumis à la même règle que n'importe qui d'autre. Je tiens également à souligner qu'en fin de compte, c'est la responsabilité du voyageur. C'est à lui qu'il incombe d'affirmer et de soutenir sa capacité à entrer dans le pays conformément à nos lois. Devant l'hôtel où est retenu le joueur, des membres de la diaspora serbe déplorent cette situation et refusent une potentielle expulsion. Pourquoi vous ne lui avez pas dit avant qu'il vienne en Australie? Pourquoi maintenant? Je me pose tellement de questions. Andrew et Scott Morrison, que nous faites-vous?
Je suis fière d'être australienne. Je suis ici depuis presque 26 ans. J'aime l'Australie, mais ce que vous faites, c'est une honte pour vous. Je suis ici au nom de tous ceux qui se battent pour la liberté, qu'il s'agisse de réfugiés, de Novak ou du public en général, bien au-delà de tous ces mandats. Les personnes qui en ont assez de subir des restrictions et la liberté en général. C'est notre corps, notre choix. L'Espagnol Rafael Nadal a réagi en affirmant que Novak Djokovic connaissait les conditions lorsqu'il a pris sa décision de venir en Australie. Les deux joueurs affichent chacun 20 tournois du Grand Chelem à leur palmarès. Cet Open est donc un tournoi décisif. Au Sahel, le désert gagne du terrain. Maisons et terres agricoles se retrouvent ensevelies sous les dunes. Pour ralentir l'avancée du sable, 11 pays africains dont la Mauritanie se sont lancés dans un projet pharaonique, la Grande Muraille Verte. L'idée, planter des végétaux en masse sur près de 8000 km de long entre le Sénégal à l'ouest et Djibouti à l'est. Problème, la hausse des températures et la rareté des pluies liées au changement climatique ont provoqué la mort de millions d'arbres en Mauritanie. Pour assurer la survie de la flore locale, des puits et des systèmes d'irrigation alimentés par des panneaux solaires ont été installés. Depuis 2018, la pluie est devenue très rare et depuis, les gens utilisent des pompes dans les palmeraies. C'est grâce à cette méthode que nous avons pu les protéger. Les gens ont besoin d'aide en période de sécheresse. Avec ces pompes solaires, nous avons pu mettre l'eau à la disposition de tous, mais les gens auraient vraiment besoin que la pluie tombe maintenant. Le projet porte également une forte dimension sociale. Le programme de la Grande Muraille Verte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un programme de développement rural intégré qui allie à la fois les objectifs de préservation de l'environnement et les objectifs de mise en place donc, de pôles ruraux de développement de façon à pouvoir améliorer les conditions de vie donc, des populations rurales et notamment des populations les plus vulnérables. Le gouvernement mauritanien propose également des cours aux populations pour apprendre à faire pousser des plantes et des aliments en s'adaptant aux contraintes du changement climatique. Reste que 15 ans après son lancement, seuls 4% du territoire concerné par le programme de la Grande Muraille Verte ont été restaurés et 42 milliards de dollars sont encore nécessaires pour parachever l'ambitieux projet. Cette pièce en marbre représentant le pied d'une déesse grecque est un fragment du célèbre Parthénon d'Athènes. Il est exposé au musée archéologique régional de Palerme en Italie. Et il va bientôt retourner en Grèce, conformément à un accord qui vient d'être conclu. Un accord entre les responsables de ce musée sicilien et ceux du musée du Parthénon à Athènes. La pièce va être dans un premier temps prêtée pour 4 ans, mais il se peut que cela se transforme en restitution définitive. C'est un événement important pour nous, explique la directrice du musée. Cela va permettre de relier davantage 2 musées anciens et prestigieux de la Méditerranée, le musée Salinas, qui est le plus ancien de Sicile, et le musée de l'Acropole d'Athènes, qu'on ne présente plus. C'est l'un des plus célèbres au monde. Cette pièce en marbre fait partie de la célèbre frise du Parthénon, temple construit au 5e siècle avant Jésus-Christ pour honorer les divinités grecques. Ce fragment est arrivé à Palerme au 19e siècle par l'intermédiaire d'un consul anglais en poste en Sicile. Pour les autorités italiennes, il est normal de rendre ces fragments à leurs propriétaires d'origine, comme le réclament d'ailleurs les dirigeants grecs. De très nombreux fragments de la frise du Parthénon se trouvent au British Museum de Londres, mais les responsables de ce musée britannique, eux, traînent des pieds depuis des décennies, refusant d'accéder aux demandes récurrentes du musée du Parthénon. La prochaine cérémonie des Grammy Awards, l'équivalent des Oscars pour la musique, a été reportée ce mercredi en raison de ce que les organisateurs ont appelé trop de risques dus au variant Omicron. La cérémonie avait été prévue le 31 janvier à Los Angeles avec un public, les artistes nominés et des spectacles en direct. C'est le multitalentueux Jon Batiste qui a obtenu le plus de nominations, 11 dans plusieurs catégories, dont meilleur album, meilleur artiste, et croisant en plusieurs genres entre R&B, soul et jazz. Thank you. Le report s'inédit a été annoncé à peu près au même moment que le passage du Sundance Film Festival en virtuel. Fondé par Robert Redford à Park City dans l'Utah, le Sundance Film Festival est devenu la mecque du cinéma indépendant en provenance du monde entier, 82 longs métrages sélectionnés cette année. Le Sundance Film Festival commence comme prévu le 20 janvier et ce pendant 10 jours, mais entièrement en ligne.